Donc, Monsieur Bicep, nous pouvons constater que depuis la réalisation de ce film, des étapes ont été dépassées. J'aurais tout de même, avant de pouvoir venir sur ce sujet concernant le texte de loi adopté le 19 juin 2020 par le Parlement européen, revenir sur les prémices de votre engagement quant à la reconnaissance de l'esclavage et de la colonisation comme crime contre l'humanité au sein du Parlement européen. J'aimerais bien que vous puissiez du coup nous présenter de façon assez succincte l'origine et l'essence de votre engagement à ce sujet. Ah bon, bonjour à toutes et tous. Effectivement, mon engagement, c'est un engagement qui date de très longtemps, comme la plupart d'entre nous sur ce sujet. Quand je suis arrivé au Parlement européen, j'ai fait le constat, effectivement, que la loi Taubira avait effectivement été adoptée en France, mais qu'au niveau européen, rien ne s'était fait. Et non seulement rien ne s'était fait, mais la France était à l'époque le seul pays européen qui avait une disposition législative sur la question de la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Alors, bien entendu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec toute la société civile, c'est-à-dire que je me suis plutôt attaché à réunir les différentes associations qui militaient autour de cette question. Et on a décidé ensemble, en fait, d'une stratégie à adopter. Et c'est ainsi qu'effectivement, on est arrivé à imaginer pour la première fois, et d'ailleurs c'est la seule fois, puisque ça ne s'est plus jamais refait au Parlement européen, de faire une semaine entière consacrée à la question de la reconnaissance de la colonisation et de l'esclavage colonial et pour les réparations. Donc c'était vraiment une semaine qui avait pour vocation de mettre sur orbite l'ensemble des problématiques. Donc, alors, effectivement, durant une semaine, on a, à travers les tables rondes, il y avait 4 tables rondes avec différentes thématiques. Il y avait une exposition faite par une artiste de la Martinique qui malheureusement nous a quittés déjà. Et ensuite, effectivement, derrière, il y avait la déclaration écrite. Alors, la déclaration écrite est une procédure qui était prévue par le règlement 124 du Parlement européen qui permettait aux parlementaires de prendre une initiative parlementaire. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique législative européenne parce qu'elle est assez complexe, mais c'est la seule fenêtre où effectivement un député peut effectivement avoir l'initiative parlementaire. C'était cette disposition de déclaration écrite. Et cette déclaration écrite, j'en étais l'instigateur et je me suis entouré de 10 autres députés, puisqu'il fallait 10 députés, donc, dont Eva Joly qui est tout de suite venue, qui a dit d'accord et qui a co-organisé cette semaine avec moi d'un point de vue financier pour effectivement faire en sorte de populariser cette question et faire aboutir la déclaration écrite qui était derrière, la déclaration écrite étant effectivement l'initiative législative et la semaine étant la semaine de sensibilisation européenne autour de cette question. Alors, il faut savoir que la plupart beaucoup des invités d'aujourd'hui ont participé à cette semaine européenne. Il y a eu 104 associations venues de toute l'Europe qui ont participé et qui, à la fin de cette semaine, ont effectivement rédigé une charte pour effectivement continuer cette question, continuer ce combat sur à la fois la reconnaissance de l'esclavage et de la colonisation, parce qu'il y a aussi parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité, mais la colonisation est aussi un crime contre l'humanité. Et la colonisation européenne et l'esclavage européen et aussi la question des réparations
qui est aujourd'hui pas examiné. Si on parle effectivement de la proposition du député Omar J, on a encore une fois laissé de côté la question des réparations. Donc voilà pour la genèse de l'action menée au Parlement. C'est entendu, merci beaucoup, monsieur. Alors, ce texte de loi adopté, donc, alors, proposé par monsieur Ounous Omarji, qui date du 19 juin 2020, correspond-il entièrement à vos attentes et aux attentes de la société civile qui s'est mobilisée depuis 2013? Alors, ce texte de loi a le mérite d'exister, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité d'un combat, qui, parce qu'il faut dire que depuis Madeleine de Grande Maison qui avait introduit euh, cette question au Parlement européen il y a maintenant plus de 20 ans, alors, beaucoup de députés ont essayé de construire et de faire avancer cette question. Et l'initiative de Younous Omarji, qui d'ailleurs a participé à la semaine que j'avais organisée, est une initiative qui s'inscrit effectivement dans l'héritage de ce qu'ont fait avant lui les députés qui l'ont précédé, dont moi-même. Donc, effectivement, je ne peux effectivement qu'apprécier cette disposition du Parlement européen, ce vote au Parlement européen, qui dans le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire après l'affaire Floyd aux États-Unis et cette révolte mondiale contre tous les symboles des colonisations sur l'ensemble des continents. Ce n'est pas uniquement en France, ça se passe partout dans le monde. Et effectivement, et là, le Parlement européen fait ce vote. On peut dire, c'est quelque chose à prendre. On prend déjà ça dans le scalpel, mais on sait qu'on n'est pas au bout du chemin. Nous sommes loin d'être au bout du chemin. On a parlé effectivement de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais la colonisation européenne est aussi un crime contre l'humanité. Et ça aussi, il va falloir que l'Union européenne le reconnaisse. Je prends mon pays, la Guadeloupe. Et même mon pays, la Guadeloupe, comme colonisateur, nous avons eu les Français, les Anglais, les Hollandais, les Portugais. Donc, on voit toute l'Europe, voilà, toute l'Europe du Sud, pratiquement, même que les Hollandais étaient plus au nord, se sont retrouvés, il n'y a que sur une seule île. Alors, si on prend l'ensemble des îles de la Caraïbe, on voit bien que c'est toute l'Europe qui a participé à cette colonisation. Et c'est ce que je disais dans une interview que j'avais donnée à l'époque à Libération, où je disais que toute l'Europe a une dette envers les pays anciennement colonisés parce que toute l'Europe en a tiré profit d'une manière ou d'une autre. Donc, effectivement, nous, et il y a aussi l'autre volet, et qui n'est pas le moindre, c'est celui de la réparation. Il ne peut pas y avoir, justement, monsieur Bicep. Il ne peut pas y avoir reconnaissance sans réparation. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. S'il y a une victime, il y a dédommagement. Dans tous les textes de loi, même le préambule de la Constitution dit qu'il faut effectivement réparer le dommage qu'on cause. Donc, effectivement, la question des réparations reste en suspens et aujourd'hui, cette question-là aussi mérite qu'on se batte pour effectivement la faire aboutir. Oui, mais donc j'entends que cette perspective de réparation a été un axe qui a été abordé précédemment, lors en tout cas de votre mandat en tant que député européen. Oui, bien entendu. Moi j'ai toujours milité pour les réparations. Donc effectivement, d'ailleurs, cette semaine s'appelait aussi pour les réparations. Donc, ce qui veut dire que ça a toujours été dans ma visée. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire effectivement une reconnaissance sans qu'il y ait réparation. Donc, aujourd'hui, moi, je comprends les chemins stratégiques qu'on puisse employer lorsqu'on est député pour faire aboutir les questions dont on prend à bras le corps. Mais la question des réparations, effectivement, il faut qu'elle soit posée concomitamment
à la question de la reconnaissance, à la fois de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, mais à la fois aussi la colonisation européenne comme un crime contre l'humanité. Si je comprends bien, donc la réparation est un axe qui a déjà été entendu, en tout cas au Parlement européen. Ce n'est pas quelque chose qu'il découvre. C'est quelque chose qui a déjà été discuté et été présenté. Oui, bien entendu, à travers les conférences, les tables rondes que j'ai eu l'occasion d'organiser au Parlement européen, mais on a bien entendu abordé la question des réparations, ce n'est pas nouveau. D'accord, c'est entendu. Alors, si je ne me trompe, vous êtes actuellement vice-président du MIR Guadeloupe. Tout à fait. Y a-t-il des perspectives qui sont menées par le MIR Guadeloupe, justement concernant ces réparations auprès de cette institution qu'est le Parlement européen ou d'autres institutions européennes? Non, en fait, oui, le MIR Guadeloupe participe avec l'ensemble des MIR au mouvement concernant les réparations au niveau international, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme où une action est actuellement pendante de l'ensemble des MIR. Donc, nous sommes effectivement partie prenante sur ces questions-là. À la fois au niveau européen, à la fois au niveau français. Et là, nous sommes en train de voir comment nous pourrons effectivement nous associer avec les Africains-Américains dans leur lutte pour les réparations. Je pense que ces questions des réparations, on doit aujourd'hui arrêter de les mener chacun dans notre chapelle et le voir de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus en l'internationalisant, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, il y a des décisions de justice qui sont prises par petits bouts, l'Angleterre, le Kenya, on a vu l'Italie, la Libye, mais c'est à chaque fois des petits bouts de réparation. Alors, bien entendu, on le prend, hein. On ne va pas dire qu'on ne les prend pas, mais il faut aussi qu'on ait une stratégie, je pense, une stratégie globale pour les réparations en tant qu'organisation militante. Oui, c'est une évidence. C'est vrai que je l'indiquais en introduction, l'union fait la force. Ça paraît être voilà, un précepte totalement anodin, mais c'est vrai que voilà, s'il y a différents États qui se joignent, il me semble que voilà, ça pourrait effectivement donner davantage de poids à cette action juridique qui est menée actuellement par le MIR auprès de la Cour européenne. Oui, bien entendu, hein, effectivement, il faut que non seulement, alors on peut attendre que les États s'en emparent, mais nous savons bien que les États, notamment les États européens, ne s'en empareront pas de cette question si effectivement s'ils n'ont pas derrière eux la pression de la société civile. On sait que c'est comme ça et nous entendons bien entendu instaurer effectivement cette pression de la société civile pour effectivement que ces États comprennent la nécessité effectivement d'engager le dialogue avec la société civile sur la question des réparations, ce qui est d'ailleurs une question d'actualité, hein, parce qu'on ne s'imagine pas comment ces questions sont d'actualité. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, par exemple, dans les banlieues françaises, c'est une question d'une extrême actualité. Lorsqu'on regarde la question de la pollution au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, c'est une question d'actualité. Lorsqu'on regarde ce qui se passe en Guyane et l'exploitation de la Guyane et comment elle est mise en œuvre selon le même schéma colonial qu'avait inventé Colbert, celui-là même qui trône toujours devant l'Assemblée nationale. Donc, on voit que ces questions sont d'une extrême actualité. Bon, c'est entendu. J'aurais une autre question à vous poser. J'aurais souhaité savoir si ce texte de loi, donc en date du 19 juin 2020,
est présenté par M. Ounous Omarjee, député européen, détient-il qu'une valeur, enfin, savoir s'il ne détient qu'une valeur juridique ou n'a-t-il qu'une fonction mémorielle? Je ne sais pas si je me suis fait entendre. Oui, j'ai bien compris. C'est par rapport à la loi Taubira et que le tribunal a dit que cette loi n'avait qu'une valeur mémorielle. Alors, il faudrait que derrière cette résolution qui a été votée par le Parlement européen, qu'il y ait un rapport et qu'un rapport soit obtenu avec, et bien entendu, un député qui présente ce rapport, qui soit voté par le Parlement européen pour qu'on attende effectivement les premiers effets normatifs. Pour l'instant, nous n'en sommes pas aux premiers effets normatifs de cette disposition législative européenne. Donc, il faut effectivement que le combat continue pour effectivement qu'effectivement, à un moment donné, on obtienne que ce soit pris en compte par le Parlement européen et qu'on obtienne effectivement un texte à valeur normative. Parce que là, ce texte tel qu'il est présenté actuellement, c'est vrai que je m'interroge à savoir comment il sera investi par les différents pays membres de l'Union européenne. Mais pour l'instant, ce texte, ce texte ne crée aucune obligation. Hein. Ce texte ne crée aucune obligation juridique pour les pays européens. C'est pour ça que je dis que derrière, il faut effectivement qu'il y ait un rapport qui soit présenté par le Parlement européen, qui soit voté en assemblée plénière, et qu'ensuite que la Commission s'en saisisse, et qu'après, effectivement, on rentre dans le processus législatif européen où, effectivement, on aura un texte qui produira des effets normatifs. Et il y a-t-il là, à l'heure actuelle, des textes, alors au-delà du coup de la reconnaissance de l'esclavage et de la colonisation comme étant un crime contre l'humanité, mais y a-t-il des textes établis par l'Union européenne défendant des valeurs d'égalité ou de non-discrimination qui contraignent les pays membres? Oui, bien entendu. Il y a des directives européennes, notamment en termes de racisme, qui sont contraignantes pour les pays membres. Il y a effectivement des directives qui sont contraignantes pour les pays membres, si ça existe. Mais c'est l'aboutissement de tout un processus législatif. Bon, c'est entendu. Alors, j'ai encore une question à vous poser. J'ai bien pris note, Isabelle, qu'il y a une question d'un auditeur. Je poursuis sur l'interview et je te donnerai la parole pour pouvoir poser cette question de l'auditeur. Et ensuite, il y a aussi Madame Cathy Liminana qui souhaitait apporter réponse à la question que vous posiez tout à l'heure, Monsieur Bicep, qui était à destination de Monsieur Louis Salamolins. C'est entendu? Entendu. Merci Chloé. À tout de suite. Oui, à tout de suite. La question que je voulais vous poser, Monsieur Bicep, concernait le choix de la date comme journée européenne de l'esclavage et de la colonisation, qui a été donc définie au 2 décembre. Était-ce la date que vous aviez-vous envisagée lors de cette semaine européenne que vous avez organisée en 2013? En fait, cette date, elle est déjà une date internationale et qu'elle est déjà beaucoup de personnes se sont déjà accordées sur la date du 2 décembre. Mais lorsque, effectivement, les 104 associations avaient remis le bilan de cette semaine, on n'avait pas opté officiellement pour une date précise. Il n'y avait pas de date précise parce que tout le monde, sur les 104, tout le monde n'était pas effectivement sur la même précision de cette date. Mais pour moi, je pense que la date du 2 décembre, elle a le mérite d'exister et d'être déjà connue. Pouvez-vous nous rappeler du coup ce qu'elle venait instituer, cette date-là? Alors, cette date du 2 décembre
effectivement, c'est une journée internationale pour la reconnaissance, effectivement, de l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'était l'idée de cette date du 2 décembre. Excusez-moi, permettez-moi d'intervenir. C'est la journée internationale de l'esclavage moderne. Oui, de l'esclavage moderne comme crime contre l'humanité. Et c'est d'où là le débat qui avait été, tu t'en souviens, lors de ces tables rondes, est-ce qu'il fallait une date qui se distingue de la date du 2 décembre, justement parce qu'il ne fallait pas effectivement que les deux dates se confondent. Enfin, que les deux se confondent, c'est-à-dire l'esclavage colonial et l'esclavage moderne. Personnellement, je ne suis pas opposé à la date du 2 décembre, même si je comprends parfaitement qu'on peut vouloir distinguer les deux, et je comprends absolument les raisons. Juste pour des questions de pragmatisme, je souscrirais à la date du 2 décembre, mais si une autre date était finalement, parce que toute la problématique est celle de pouvoir se mettre d'accord autour d'une date. Et ça, c'est extrêmement compliqué. On le voit bien en France avec le 23 mai, on le voit, cette histoire le 10 mai, on voit c'est très, très compliqué de se mettre d'accord autour d'une date. Alors, je sais qu'au niveau international, et notamment lorsqu'on a parlé d'abord à l'ONU de la décennie des personnes d'ascendance africaine, on avait aussi opté pour trouver une date. Et c'est toujours aussi compliqué, ces histoires de date. Donc personnellement, ce que je dis, c'est si on arrive à trouver une date et qu'on fasse l'unanimité, mais peut-être pas, mais en fait, la majorité se dégage sur une date, voilà. Est-ce qu'il faut absolument distinguer l'esclavage moderne et l'esclavage colonial? Oui, c'est sûrement, mais lorsqu'on voit ce qui se passe en Libye, on se voit bien que l'esclavage moderne tel qu'il se pratique en Libye ressemble comme deux gouttes d'eau à l'esclavage colonial, peut-être pas dans la pratique, hein, puisque là, personne en Libye n'est soumis aux mêmes sévices que ceux qui étaient sur les champs de plantation de coton ou de canne dans les colonies, mais on comprend qu'on est dans l'esprit. Donc, effectivement, je n'ai pas de religion sur les dates. Je suis pour qu'on trouve une date et qu'effectivement, que tout le monde soit d'accord sur la date et qu'on arrive à faire en sorte qu'elle soit reconnue au niveau international, c'est-à-dire européenne et à l'ONU et à l'ensemble de l'organisation, comme on a des dates internationales qui sont reconnues. Merci beaucoup pour ces précieuses informations. Alors, c'est vrai que je suis ravie là, que nous puissions échanger à ce sujet. J'apprends par le biais de M. Radoslav, qui est présent sur notre plateforme de communication et qui est l'attaché parlementaire de M. Ounous Omarjee, que voilà, M. Omarjee s'excuse, mais pour des impératifs professionnels, il ne pourra finalement pas nous rejoindre pour cet échange, ce qui est malheureux, parce que c'est vrai que ça aurait été vraiment l'opportunité pour nous, ainsi que les auditeurs, de pouvoir échanger et d'envisager aussi de faire évoluer peut-être le choix de cette date. Bon, en souhaitant que M. Omarjee puisse écouter cet échange ultérieurement. Nous remercions M. Radoslav pour nous avoir relayé cette information. Monsieur Jean-Jacob Bicep, nous n'avons pas terminé notre interview. En tout cas, vous aviez une question à poser à Monsieur Salamolins, qui finalement ne peut pas répondre, mais Madame Cathy Liminana se proposait de répondre à votre question. Je crois qu'elle concernait
semblerait-il, bienfaits du Code noir, si je ne me trompe, non? Oui, en fait, on a un historien guadeloupéen qui enseigne à la Sorbonne et qui est l'auteur de plusieurs livres, hein. Il a notamment écrit ce livre, La France et ses esclaves. Et ce qu'il dit, c'est que, notamment dans ce livre, ce qu'il dit, c'est que en fait, le Code noir est venu comme humaniser, mais, entre guillemets, hein, humaniser le Code noir, l'esclavage, puisqu'il dit qu'avant le Code noir, ce qui existait, c'était l'arbitraire des différents propriétaires, et en donnant un régime des punitions et en codifiant les peines, le Code noir a mis fin à cet arbitraire, et que ce serait ben, une sorte de progrès, en fait, dans effectivement cette horreur qu'était l'esclavage. Et c'est pour ça que je voulais demander son opinion à Luis Alamanes, mais si Cathy veut répondre, il n'y a pas de souci. Oui, alors ça y est, je viens de rétablir mon micro. Bon, ben évidemment, hein, j'adhère à 100% à ce que vient de nous dire Jean Jacob, hein. C'est-à-dire que Régent nie fondamentalement la responsabilité de l'État pour ne pas faire du crime de l'esclavage un crime d'État. Donc là, on retrouve ce que je disais hein, tout à l'heure en parlant de l'ascendance blanche, de racisme systémique. Et donc, Frédéric Régent dit textuellement que ces crimes, alors je cite hein, entre guillemets, n'étaient que l'entreprise d'hommes avides d'enrichissement et de pouvoir. C'est particulièrement grave pour quelqu'un qui, comme l'a précisé Jean Jacob, enseigne à la Sorbonne et qui a été président du Comité national pour la mémoire de l'esclavage. Alors, encore dans son livre Esclavage libre et sans faire parole captive, on tombe des nues. Enfin, c'est proprement insensé, puisque là, Frédéric Régent nous fait valoir que les esclaves possédaient des droits. Je cite, que dit Régent. Les hommes dont ils sont propriétaires disposent tout de même d'un certain nombre de droits. Ils doivent être nourris et vêtus. Ils peuvent se marier, se constituer un pécule, acheter leur liberté, se reposer le dimanche, être baptisé, s'instruire, etc. dit-il, hein, etc. Pour un historien. Alors, ce qui est nommé là comme étant des droits, et qui insinue bien évidemment une diminution de la condition d'esclave, ne sont pas des droits. Ce sont des besoins fondamentaux qui conditionnent la survie de l'être humain. Comment le corps humain peut-il rester vivant s'il n'est pas nourri, s'il ne se repose pas? Quand il parle d'être baptisé, de s'instruire, il n'y avait pas d'instruction. Enfin, la seule instruction était celle de la Bible. Voilà, pour encore mieux les soumettre par le joug religieux. Quand il nous dit ils peuvent se constituer un pécule pour racheter leur liberté. Alors, on entend bien par là que ces prétendus affranchissements que l'on nous fait valoir comme venant de la grâce des propriétaires n'en étaient pas. Effectivement, ils devaient racheter leur liberté. Or, Frédéric Régent
nous présente cela comme étant un droit, le rachat de la liberté. Bon, voilà ce que je voulais ajouter à ce que Jean-Jacob a soulevé, c'est-à-dire que là, on est dans du négationnisme pur et simple. Et d'ailleurs, je le déclare haut et fort, j'ai publié sur Mediapart un article qui répond à Frédéric Richard, qui du coup m'avait menacé de poursuite judiciaire, bien évidemment, hein, sous prétexte de diffamation. Isabelle, comme je te l'ai indiqué, je reviens vers toi pour la question qui était posée tout à l'heure. Alors, à savoir si M. Bicep pourra y répondre ou si Mme Liminana ou encore M. Lema ou M. Mutombo pourra y répondre. Je te laisse poser la question, en tout cas de l'auditeur. Vous entendez? Oui. Oui. Alors, j'ai une question sur Facebook de Monsieur Philippe Pichot. Je vous la cite. La traite la plus longue dans l'histoire et la plus meurtrière, la traite de l'esclavage arabo-musulmane, est-elle un crime contre l'humanité aussi? Première question. Deuxième question, la traite des Européens par les barbaresques est-elle aussi un crime contre l'humanité? Et enfin, la troisième question, y a-t-il une hiérarchie entre un homme qui meurt sous les fouets aux Antilles, un homme qui meurt sous la galère méditerranéenne ou dans des atroces souffrances, se vidant de son sang au Moyen-Orient? Merci. Qui souhaite répondre? Monsieur Bicep, votre micro est coupé. Oui. Bon. Je veux bien répondre. Oui, pardon, Jean-Jacob. Ouais. Je répondrai aussi après. D'accord, ok. Bon, c'est effectivement des questions qui reviennent à chaque fois qu'on essaie de faire, qu'on pointe du doigt la responsabilité européenne concernant l'esclavage et concernant la colonisation. Alors, bien entendu, la traite arabo-musulmane est un crime contre l'humanité. Et bien entendu, personne ne peut le nier. Et personne ne cherche d'ailleurs à le nier parce qu'on a l'impression, à chaque fois d'entendre ces discours, qu'effectivement, on nierait ce crime contre l'humanité qui a été la traite arabo-musulmane. Personne ne la nie, tout le monde la reconnaît. Et bien entendu, là, nous sommes dans un cas particulier. C'est-à-dire qu'on veut nous dire que nous sommes en Europe, occupons-nous plutôt de la traite arabo-musulmane que nous occuper de la traite européenne. En attendant, moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les horreurs qui se sont passées dans le monde. Il n'y a aucune hiérarchie. Mais nous, au Mouvement international pour les réparations, le MIR par exemple, nous, ce que nous demandons, ce sont des réparations pour la traite européenne et la colonisation européenne. C'est-à-dire que notre motif et notre engagement se portent sur cela. Mais nous n'empêchons personne de se battre pour la reconnaissance de la traite arabo-musulmane, pour ce qui s'est passé au Moyen-Orient, bien entendu. Mais chaque organisation, et à chaque moment, mène son combat. C'est-à-dire que lorsque les Africains-Américains se battaient aux États-Unis dans les années 60 pour leur reconnaissance, pour le combat pour les droits civiques, ils se battaient bien sur un territoire déterminé contre un pouvoir déterminé. Donc nous nous battons aujourd'hui sur un territoire déterminé qui est l'Europe et bien entendu ces colonies américaines, puisque nous faisons partie de ces colonies américaines. Nous nous battons contre un pouvoir déterminé. Effectivement, c'est la puissance européenne qui a fait ces colonisations et nous nous battons
contre ces dispositions. Nous nous battons pour rétablir l'historicité des faits, c'est-à-dire déconstruire le roman national dans lequel on nous a effectivement enfermés. Un roman national qui est, si je veux, qui est le terreau du racisme institutionnel dans les pays européens. Donc, je veux bien que certains essaient de faire diversion, veuillent que nous fassions diversion et que nous tournons nos yeux ailleurs. Non, nous n'allons pas tourner nos yeux ailleurs. La question européenne de la colonisation et de l'esclavage se pose en Europe et nous nous battons effectivement dans le cadre à la fois pour sa reconnaissance, à la fois pour les réparations. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Merci, M. Bicep. Madame Liminana, je vous donne la parole. Oui, alors évidemment, bon, bah, c'est tout à fait ça, hein. C'est-à-dire que l'objectif dissimule une intention qui est de nous confondre, hein. Donc, nous, encore comme l'a dit Jean Jacob, nous parlons d'une période et de faits bien précis qui concernent la France catholique qui a organisé la traite des Noirs et les sociétés de plantation, soit un crime d'État sur 400 ans. Alors, on a un autre argument qui est celui de la concurrence victimaire. Alors, j'ai d'abord envie de dire que ces gens-là manquent de culture, hein, parce que ce n'est pas concurrence victimaire. Le victimaire, c'est celui qui perpètre le crime. Donc, c'était la concurrence des victimes. Voilà. Donc, mal nommé. Donc, voilà, on a encore cet argument-là. Bon. Là où la collusion, parce qu'il y a une véritable collusion entre ces historiens et d'autres personnes institutionnalisées comme Philippe Pichot qui a proposé donc cette remarque. Donc Philippe Pichot est le chef de projet de cette fameuse route des abolitionnistes contre laquelle Remesi va proposer une contre-route des abolitionnistes. C'est qu'ils se positionnent non pas comme des producteurs d'histoire, mais des producteurs de mémoire. Alors là, je vous cite encore ce que dit Frédéric Régent. J'ouvre les guillemets. Frédéric Régent dit ceci. Le travail de mémoire ne doit pas conduire au ressassement du passé. C'est à une mémoire dépassement de ce passé qu'il faut œuvrer. L'historien devient suspect dès lors qu'il s'inscrit dans une approche innovante, différente d'une tradition historique devenue mémoire. Voilà comment il le justifie. Mais l'historien doit établir l'histoire. Il ne doit pas établir la mémoire. Et donc, c'est bien là que l'on prend la mesure de l'intention tout à fait partisane qui, pour rejoindre ce que nous disait Peter Lema tout à l'heure, ne va mener qu'à un objectif, celui de nous écarter du droit à des réparations. On nie le crime d'État pour nous écarter de l'obligation faite aux réparations par la reconnaissance du crime d'État. Merci beaucoup, Madame Liminana, pour votre réponse. Monsieur Bicep, vous vouliez rajouter quelque chose? Je peux intervenir aussi. Monsieur Mutumbo, allez-y, je vous en prie. Oui, juste pour ajouter un petit élément ou une petite nuance. J'adhère tout à fait à tout ce qui vient d'être dit à ce sujet. Il ne faut pas se laisser entraîner dans des diversions. S'il y a d'autres peuples qui se sentent, qui ont un passé à requalifier ou à considérer comme ayant été sous esclavage, ben, qu'ils s'organisent pour faire reconnaître leurs revendications.
Mais c'est clair que nous sommes ici pour parler de ce qui est arrivé au peuple noir. Et c'est ça qui nous intéresse. Bon, cela dit, j'ai apporté une petite nuance par rapport, non pas à la, comment dire, à la configuration de la question, sur le plan, comment dire, si cette question est présentée comme quelque chose qui relève de l'espace, selon les espaces géographiques, c'est évident qu'il y a une différence entre les traites ou les razzias négrières et l'esclavage transatlantique, donc par rapport à l'Ouest, et ce qui s'est passé, en tout cas les mêmes drames qui se sont déroulés sur le plan transsaharien, c'est-à-dire vers le nord de l'Afrique, et vers l'est, du côté des Émirats et autres pays asiatiques. Donc, moi, je viens je viens du continent, donc, et surtout que je viens d'une région où les miens sont partis, certains ont été amenés à l'ouest, vers les côtes d'Angola pour être transportés aux Caraïbes, aux Amériques. Et puis, il y a ceux qui sont allés sur les côtes de l'Est, qui ont été amenés vers l'Est pour être embarqués depuis les côtes de l'actuelle Tanzanie, Zanzibar, etc., vers les pays arabes. Et donc, pour nous, il y a ce que nous appelons, nous avons toujours appelé d'ailleurs, le double holocauste. Le premier holocauste qui comprend les traites négrières et l'esclavage, et comment dire, qui nous mettent face non seulement aux nations européennes, mais aussi aux nations arabes. Et ce qui est demandé aux nations européennes est demandé exactement aux nations arabes, c'est-à-dire la question des réparations, la question des excuses, etc., etc. Et parce que le racisme qui est anti-noir qui existe dans les pays arabes, c'est pas un racisme amené par la colonisation, c'est un racisme endogène qui a plusieurs siècles, qui est même antérieur au racisme tel qu'il s'est développé en Occident. Et donc, il y a ce premier holocauste qui doit être nommé, qui doit être identifié et qui doit être adressé. Et il y a le deuxième holocauste qui concerne la colonisation. Et là, au niveau de la colonisation, évidemment, ça ne concerne que l'Europe. Ce n'est pas des nations arabes qui ont participé à cette œuvre coloniale, c'est l'Europe, avec des spécificités comme le fait que de toutes les colonisations, seule la colonisation de l'Afrique s'est accompagnée de la destruction du sacré africain. Le sacré en Afrique du Nord n'a pas été détruit. Les mosquées sont restées en place. En Inde, les temples hindous, etc., etc., tout est resté en place. Il n'y a qu'en Afrique noire où on a tout détruit, à commencer par le sacré. Et toutes les missions d'évangélisation, le gros paquet, on l'a orienté sur l'Afrique subsaharienne. Et donc, ces spécificités-là doivent être reconnues et doivent être prises en compte lorsqu'il s'agira ou quand il s'agit de parler notamment de la question des réparations. Il y a plusieurs acteurs en jeu et ça, c'est des choses qu'il s'agit de bien préciser parce qu'effectivement, on donne parfois tendance à orienter, à diriger le gros de nos tirs sur l'Occident. Mais il n'y a pas que l'Occident. À certains moments de l'histoire, il y a d'autres nations qui ont joué un rôle aussi néfaste, aussi funeste, parce que les drames qu'ils ont laissés sur place, avec des communautés qui ont été complètement déstructurées et qui ont été déstabilisées, etc., ces drames-là, ce sont les mêmes que les gens soient partis à l'ouest ou soient partis à l'est ou au nord. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut parfois souligner aussi que voilà, nos frères arabes, ok, parfois on se retrouve avec eux sur des barricades face aux mêmes adversaires, mais il s'agit aussi de penser à ce que voilà, nous n'avons pas la même lutte. Pas toujours. Merci. Merci à vous, Monsieur Mtumbo. Alors, je remercie Monsieur Jean-Jacob Bicep pour la réponse qu'il nous a apportée. Souhaitez-vous rajouter quelque chose, Monsieur Bicep? Parce que c'est vrai que nous avons encore Monsieur Radoslav
qui est donc l'agent parlementaire de M. Ounous Omarjee, qui ne pourra pas être présent, mais c'est vrai que M. Radoslav se proposait de pouvoir répondre à quelques questions. Donc, souhaitez-vous, M. Bicep, rajouter quelque chose avant de conclure notre entretien? Non, non, j'aurais souhaité que M. Younous Omarjee soit là parce que en réalité, en 2023, je crois qu'il sera encore député, toujours au Parlement européen, et ce sera les 10 ans, effectivement, de cette première qui s'est tenue au Parlement européen. Donc, ce serait l'occasion d'organiser avec la société civile, comme on l'a fait la première fois, une nouvelle semaine européenne sur cette question-là au Parlement européen. Donc, je pense que j'aurai l'occasion de le voir et de l'entretenir sur cette possibilité d'organiser ça avec, puisque je ne suis plus député européen, donc il faudra effectivement passer par les députés qui sont effectivement présents au Parlement européen et qui portent cette question un temps soit peu. Bon, c'est entendu. Monsieur Jean-Jacob Bicep, encore une fois, merci beaucoup.